J'ai eu la chance pendant plusieurs années de côtoyer les anciens du village. Tous les après-midi, après la sieste, pendant l'été, ils arrivaient les uns après les autres, chacun avait son heure. Ils s'installaient sur le même banc, toujours à la même place. Henri arrivait le premier et sans parler venait s'asseoir près de moi. Le bonjour n'était pas nécessaire. Ensuite arrivait Hubert. Il posait son vélo contre le mur du château et prenait sa place près de nous. Le banc n'était pas très grand, mais il restait une place pour Henri Giraud le forgeron. Il arrivait toujours à 15 heures en regardant l'horloge du château et prenait la dernière place. On savait qu'il ne restait pas longtemps, car il avait beaucoup de travail à sa forge. Il aimait taper une fois sur le fer et 3 fois sur l'enclume. C'était sa façon de travailler. Ainsi, j'ai pu recueillir certaines histoires de vie dans le village. Chacun racontait à sa façon les différents moments de son existence, surtout le travail qu'il fallait abattre pour survivre des récoltes qui n'étaient pas toujours prospères. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de subvention. Un jour, après le départ du forgeron, Émilien prit sa place et c'est à ce moment que l'on vit passer le docteur qui allait faire sa visite à Élise. « Vé, le docteur, il se croit tout savoir. Moi, je ne l'appelle plus depuis qu'il m'a dit que j'avais un ulcère. » Après m'avoir regardé dans tous les sens, je lui ai dit que mon estomac me faisait mal après les repas, à tel point que je ne pouvais plus faire la sieste. Alors il m'a dit « Monsieur Autran, il faut vous faire opérer. » « Quoi? M'opérer? Écoutez, docteur, je ne me ferai jamais opérer. Combien je vous dois? » Puis il est parti, il n'avait pas l'air content. Il ne m'a jamais demandé ce que je mangeais, ni ce que je buvais. Moi, je savais pourquoi j'avais mal à l'estomac. C'était le vin de la coopérative qui me brûlait le ventre. Alors j'ai arrêté d'en boire, et depuis, j'ai plus mal. Et voilà. Lorsque je me trouvais avec Henri, avant que les autres arrivent, je lui posais des questions sur leur âge respectif. « Dis Henri, quel âge a Hubert ?»« Hubert, il est de 12. Et le forgeron ? Oh, Henri, il est jeune. Il est de 16. Et Marceau ? Marceau et Élie sont partis ensemble au conseil de révision. Ils sont de 11. Et toi, quel âge as-tu ? Moi, j'ai 6 mois de moins qu'Hubert. Il ne me restait plus qu'à faire les calculs pour connaître leur âge. Quelquefois le dimanche, nous regardions les jeunes jouer à la paume contre le mur de l'église. Ils jouaient comme ils savaient, comme ils pouvaient. Alors Henri me dit, « Nous, on travaillait du matin au soir et entre midi et 1 heure, après avoir mangé un bout de pain avec ce que nous avions et bu un bon coup de vin, on attaquait la partie. Mais nous, avec une balle que l'on confectionnait avec une vieille chaussette entourée d'élastique. Pas comme eux, avec de belles balles de tennis. Il fallait voir les parties que l'on faisait. Ensuite, on retournait travailler. » Il me disait aussi que dans le temps, avant la guerre de 45, tous les jardins étaient entretenus, l'eau de la fontaine remplissait le pestier, ce grand bassin derrière le lavoir. Chacun avait ses 2 heures pour arroser, on ouvrait les vannes et l'eau coulait dans les rigoles. Il y avait un cahier tenu par le garde qui faisait respecter les horaires de chacun. Tu comprends, dans ces jardins il y avait de tout. Pommes de terre, tomates, oignons, poireaux et même des fleurs pour le cimetière. Il fallait faire des réserves pour l'hiver aussi. Émilien me racontait qu'avant la guerre, sa femme lui demandait « Va me tuer un lapin pour demain, mais pas trop gros, on n'est que 4. » J'allais derrière le cimetière de bonne heure et je tirais celui que je voulais. Aujourd'hui, avec ces étrangers qui arrivent avec leurs grosses voitures et des fusils terribles, ils les ont fait partir ou même mourir avec cette maladie qui les fait gonfler. Des perdreaux, il y en avait beaucoup, mais c'était difficile de les tuer. On tuait les sangliers qui venaient jusqu'au village pour ravager des cultures. On ne pouvait pas en tuer trop, car on ne pouvait pas les conserver comme aujourd'hui. C'était le bon temps.
On travaillait beaucoup, mais la vie était belle. Lorsqu'il y avait une fête, il fallait nous voir danser. Ce n'était pas comme maintenant, ils ne se touchent même pas. Je buvais ses paroles. J'aurais voulu qu'il continue à me parler de ce bon temps qui ne reviendra plus jamais. Un jour, en me promenant, je passais devant la remise d'Henri. Il était à son établi et façonnait une manche pour sa bêche. Tu vois la forme de ce manche? C'est du noisetier. La courbe est naturelle et on fatigue moins. Au mur étaient suspendus des faux, des faucilles, des ustensiles tous rouillés. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces vieux outils? Laisse-les où ils sont. Peut-être qu'ils serviront un jour. Regarde cette faux. Il y a marqué sur la lame Ayo Casimir. C'est mon grand-père. À l'époque, on marquait le nom du propriétaire et je ne te parle pas d'hier. Cette faux, elle en a fauché du blé. Ils sont venus me voir, c'étaient des brocanteurs de Marseille. Ils m'en offraient un bon prix, mais pour moi, ils n'avaient pas assez de sous pour me payer. La valeur sentimentale n'a pas de prix. Pendant qu'il continuait à travailler, je regardais ses outils pendus, entourés de toiles d'araignée qui semblaient être là pour mieux les conserver. Si j'écris ce récit aujourd'hui, c'est en souvenir de ces personnages qui sont partis les uns après les autres. Chaque fois que l'on partait, son épouse ne tardait pas à le rejoindre. Le village a perdu ses mémoires, son âme, sa joie de vivre. Les jardins sont abandonnés, les nouvelles maisons ont pris place, des vignes, des oliviers. Le village a changé de figure, comme disait Émilien. Je ne voudrais pas terminer sans vous parler d'Élise Gillan, qui a aujourd'hui 107 ans. Lorsqu'il faisait beau, elle s'installait devant sa porte et regardait les gens qui, quelquefois, venaient lui parler. Je me suis arrêté plusieurs fois et nous étions devenus de vrais amis. Elle me parlait souvent de sa petite auberge sur la place. Ce n'était pas vraiment une auberge, mais une maison qui accueillait les voyageurs de commerce qui se déplaçaient en cabriolet. Elle m'avoua avoir gagné un peu de sous. Lorsque j'ai quitté le village, ma dernière visite a été pour Élise, qui semblait m'attendre devant sa porte. Elle n'y voyait plus beaucoup, mais elle me reconnaissait. Je lui dis « Élise, je m'en vais dans la ville. Je pars demain. »« Oh, pourquoi vous partez ?» Elle me prit les mains dans les siennes et nous avons pleuré ensemble. Je téléphonais souvent chez son petit-fils qui s'occupait bien d'elle. Elle était très bien entourée et très bien soignée. Puis j'ai appris par une voisine, car son téléphone ne répondait plus, qu'elle était dans la maison de retraite de Barjol, où je téléphonais aussitôt. On me répondit que je ne pouvais la joindre qu'au moment des repas. Plusieurs personnes ont essayé de lui faire comprendre que c'était l'ancien maire qui voulait lui parler, hélas, sans résultat. Mon seul désir était d'aller la voir et lui serrer les mains très fort. Le mardi 20 juillet, je suis allé la voir dans sa belle maison de retraite. L'infirmière nous a placés un peu à l'écart pour ne pas être dérangés. Elle m'a regardé sans me voir, elle m'a écouté sans entendre. Ses yeux cherchaient à comprendre qui près d'elle venait s'asseoir. Adieu Élise. Élise est morte le 29 juillet 2004. Paul Cialelli.